Je m'appelle Marcel Rousseau, j'ai 82 ans, et je vais vous raconter comment une femme en qui j'avais confiance aveuglément a tenté de me tuer à petit feu pour s'emparer de mes économies. Cette histoire va vous glacer le sang, mais elle doit être racontée, car elle pourrait arriver à n'importe lequel d'entre vous. Tout a commencé il y a 6 mois, quand je suis sorti de l'hôpital Tenon après une chute dans mon appartement du 20e arrondissement. À 82 ans, une fracture du col du fémur, ça ne pardonne pas. Les médecins m'avaient prévenu, « Monsieur Rousseau, vous allez avoir besoin d'aide à domicile pendant au moins 3 mois. Quelqu'un pour vous aider à vous lever, à vous laver, à prendre vos médicaments. » Mes médicaments, 4 comprimés vitaux que je dois prendre chaque jour, un anticoagulant pour éviter les caillots sanguins, un traitement pour le cœur, un autre pour la tension et des antidouleurs pour ma hanche. Sans ces médicaments, je suis un homme mort en moins d'1 semaine. L'assistante sociale de l'hôpital, Madame Leclerc, une femme efficace aux cheveux gris, m'avait trouvé une aide soignante. Monsieur Rousseau, j'ai la personne parfaite pour vous. Stéphanie Moreau, 35 ans, infirmière de formation, 8 ans d'expérience en soins à domicile, excellente référence. Stéphanie Moreau, cette femme qui allait devenir mon cauchemar. Elle est arrivée chez moi un lundi matin de septembre, sous une pluie fine qui noyait Paris dans cette grisaille automnale qui vous rentre dans les os. Grande, brune, avec ce sourire professionnel des soignantes et des yeux bleus qui inspiraient confiance. Elle portait une blouse blanche impeccable et avait cette démarche assurée de quelqu'un qui maîtrise son métier. « Bonjour Monsieur Rousseau, je suis Stéphanie. Nous allons bien nous entendre, vous verrez. » Dès le premier jour, elle a pris les choses en main avec une efficacité remarquable. Elle m'aidait à me lever le matin, préparait mes repas, s'occupait du ménage et surtout, elle gérait mes médicaments avec un soin méticuleux. Chaque matin à 8 heures, chaque soir à 20 heures, elle me donnait mes comprimés avec un verre d'eau et s'assurait que je les avais bien avalés. « Monsieur Marcel », me disait-elle avec ce petit accent du sud-ouest qui me rappelait ma défunte épouse Georgette. « Il ne faut surtout pas oublier vos médicaments. À votre âge, un oubli peut être fatal. Fatal. Ce mot prenait une dimension sinistre aujourd'hui. Les premières semaines, tout s'est merveilleusement bien passé. Stéphanie était attentionnée, douce, presque maternelle. Elle m'écoutait raconter mes souvenirs de guerre, mes années de travail comme contrôleur RATP, mes anecdotes sur le vieux Belleville où j'avais grandi. Elle riait à mes plaisanteries, s'indignait avec moi contre les jeunes d'aujourd'hui, me préparait ma tisane de tilleul le soir, comme le faisait Georgette. Vous savez, Monsieur Marcel, vous me rappelez mon grand-père paternel. Un homme comme vous, on n'en fait plus. Je commençais à m'attacher à cette femme. Après 5 ans de solitude depuis la mort de Georgette, avoir quelqu'un qui s'occupait de moi avec autant de gentillesse, c'était un baume au cœur. Ma fille Isabelle, qui vit à Lyon avec sa famille, ne pouvait venir me voir qu'1 fois par mois. Stéphanie comblait ce vide affectif avec une habileté que je réalise maintenant parfaitement calculée. C'est au bout du 2e mois que les choses ont commencé à dérailler. Subtilement d'abord, puis de plus en plus ouvertement. Un matin, en m'apportant mon petit déjeuner, Stéphanie a remarqué sur ma table de nuit le relevé de mon livret A. 280 000 € d'économie, fruit de 40 ans de travail et de la vente de la maison familiale de Georgette. Oh là là, Monsieur Marcel, vous êtes riche, 280 000 €, ça fait rêver. J'ai rangé rapidement le papier dans le tiroir. C'est mes économies de toute une vie, ma petite Stéphanie, pour mes vieux jours et pour laisser quelque chose à Isabelle. Bien sûr, mais c'est dommage de laisser dormir tout cet argent sur un livret qui ne rapporte rien. Moi, si j'avais cette somme, je ferais des placements plus rentables. Cette remarque m'a un peu dérangé, mais je n'y ai pas prêté attention sur le moment. Avec le recul, c'était le début de sa manœuvre. Les jours suivants, Stéphanie a commencé à multiplier les allusions à mes finances. Vous pourriez vous offrir une belle croisière avec tout cet argent. Ou encore, à votre âge, il faut profiter de la vie, Monsieur Marcel. L'argent, ça ne se mange pas. Puis, graduellement, elle a commencé à poser des questions plus précises. Votre code de carte bleue, c'est quoi déjà?
au cas où j'aurais besoin d'aller vous acheter quelque chose d'urgent. Ou, vous avez bien un coffre-fort chez vous, avec tout cet argent ce serait plus prudent. Je répondais évasivement, mais je sentais bien qu'elle cherchait des informations. Ce qui me rassure aujourd'hui, c'est que je n'ai jamais rien dit. Mon instinct de vieux Parisien méfiant m'avait protégé. Le tournant décisif s'est produit il y a 3 semaines, un jeudi matin que je n'oublierai jamais. Stéphanie était arrivée plus tard que d'habitude, vers 9h30, et elle avait l'air préoccupée. Ses cheveux étaient moins bien coiffés, sa blouse froissée, et elle évitait mon regard. « Monsieur Marcel, il faut qu'on parle de quelque chose d'important. » Elle s'est assise sur la chaise en face de mon fauteuil, et j'ai immédiatement senti que quelque chose clochait. « Voilà, j'ai un problème financier urgent. Mon fils de 12 ans doit se faire opérer des amygdales, et la sécurité sociale ne rembourse qu'une partie. Il me faudrait 5 000 € rapidement. » Elle me regardait droit dans les yeux, et pour la première fois depuis qu'elle s'occupait de moi, son sourire n'avait rien de maternel. Il y avait quelque chose de dur, de calculateur dans son expression. « Je sais que vous avez cet argent, monsieur Marcel, et je sais aussi que vous m'aimez bien. Vous pourriez me prêter cette somme? Je vous la rendrai, bien sûr. 5 000 €. Une somme énorme pour une aide-soignante, mais dérisoire par rapport à mes économies. Sauf que quelque chose dans sa façon de demander me dérangeait profondément. « Stéphanie, ma petite, c'est beaucoup d'argent. Et puis, pourquoi vous ne vous adressez pas à votre banque ?» Son visage s'est durci. « Les banques, vous savez ce que c'est. Avec mon salaire, impossible d'emprunter. Monsieur Marcel, vous me connaissez depuis 2 mois. Vous savez que je suis quelqu'un de confiance. Quelqu'un de confiance. » Ces mots avaient un goût amer dans sa bouche. « Stéphanie, laissez-moi réfléchir. C'est une grosse somme. » Elle s'est levée brusquement et j'ai vu passer une lueur de colère dans ses yeux. « Bon, réfléchissez. Mais n'oubliez pas tout ce que je fais pour vous, monsieur Marcel. Les gens comme moi, ça ne court pas les rues. » Le lendemain matin, vendredi, Stéphanie est arrivée avec le sourire habituel, comme si notre conversation de la veille n'avait jamais eu lieu. Mais quand est venu le moment de prendre mes médicaments du matin, elle a fouillé dans ma boîte à pharmacie avec une mine contrariée. « Oh non, monsieur Marcel, il n'y a plus votre Préviscan. » Le Préviscan, c'est mon anticoagulant. Le médicament le plus important de tous. Sans lui, mon sang redevient trop épais et je risque un AVC ou une embolie pulmonaire. Comment ça, il n'y en a plus? Hier soir, il y en avait encore. Non, regardez, la boîte est vide. Il va falloir que j'aille en chercher à la pharmacie. Elle a regardé sa montre avec un air embêté. Le problème, c'est que je dois aller voir un autre patient urgent ce matin. Je ne pourrai pas y aller avant cet après-midi. Un froid glacial m'a parcouru l'échine. Ne pas prendre mon anticoagulant pendant une journée entière, c'était extrêmement dangereux. Stéphanie, c'est très important. Je ne peux pas sauter une prise. Elle m'a regardé avec une expression que je ne lui connaissais pas. Froide, calculatrice. Écoutez, monsieur Marcel, je ferai de mon mieux, mais vous savez, moi aussi j'ai mes urgences. Et en ce moment, avec mes soucis d'argent pour mon fils, j'ai la tête ailleurs. Et là, j'ai compris. Ce n'était pas un oubli, c'était un chantage. Arrêtez-vous une seconde. Si vous êtes en train de m'écouter en faisant autre chose, posez ce que vous avez dans les mains. Cette histoire, elle nous concerne tous, nos parents, nos grands-parents, et un jour, nous-mêmes. Stéphanie n'est pas un cas isolé. Elle représente tous ces prédateurs qui s'attaquent aux personnes âgées vulnérables. Alors s'il vous plaît, montrez-moi que vous êtes révoltés comme moi en laissant un like. Et surtout, partagez vos expériences en commentaire. Avez-vous déjà vécu ou entendu parler de situations similaires? Vos témoignages peuvent aider d'autres personnes à éviter ces pièges. Cet après-midi-là, Stéphanie n'est pas revenue. Ni le samedi. Je suis resté 2 jours entiers sans mon anticoagulant, sentant mon corps se dégrader heure par heure. J'avais des vertiges, des douleurs dans la poitrine et cette angoisse terrible de sentir que quelque chose n'allait pas dans mon organisme. Le dimanche matin, elle a finalement réapparu avec son sourire habituel et une boîte de Préviscan toute neuve.
Excusez-moi pour le retard, monsieur Marcel. Ça a été un week-end compliqué avec mon fils. Son fils. Toujours son fils et sa prétendue opération. Stéphanie, j'ai passé 2 jours horribles. J'aurais pu mourir. Oh, n'exagérez pas. 1 ou 2 jours sans médicaments à votre âge, ce n'est pas si grave. Pas si grave. Cette femme était en train de jouer avec ma vie comme on joue au dé. Bon, alors, vous avez réfléchi à ma demande? J'ai regardé cette femme qui tenait ma vie entre ses mains et j'ai pris une décision. Stéphanie, je ne vous prêterai pas cet argent. Son visage s'est figé. Le masque de gentillesse est tombé d'un coup, révélant la vraie nature de cette femme. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Elle a hoché la tête lentement et j'ai vu dans ses yeux une détermination froide qui m'a terrifié. Très bien, monsieur Marcel. On va voir si vous allez changer d'avis. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que Stéphanie Moreau avait déjà tout planifié et que les véritables ennuis ne faisaient que commencer. Le lundi suivant mon refus, Stéphanie a commencé sa guerre psychologique. Elle est arrivée à 8 heures précises, comme d'habitude, mais son comportement avait radicalement changé. Fini le sourire chaleureux, fini les petites attentions. Elle s'acquittait de ses tâches avec une froideur professionnelle qui glaçait l'atmosphère de mon appartement. « Bonjour, monsieur Rousseau », m'a-t-elle dit en insistant sur le « monsieur » et en abandonnant le familier Marcel qu'elle utilisait depuis 2 mois. Elle m'a aidé à me lever sans un mot, préparer mon petit déjeuner en silence. Et quand est venu le moment des médicaments, elle a sorti ma boîte à pharmacie avec des gestes secs et mécaniques. « Votre Préviscan », a-t-elle dit en me tendant le comprimé. Mais en prenant le petit comprimé blanc entre mes doigts tremblants, j'ai immédiatement remarqué quelque chose d'anormal. Ce n'était pas la couleur habituelle. Mon Préviscan était normalement légèrement jaunâtre et celui-ci était d'un blanc pur. Stéphanie, ce médicament n'a pas la bonne couleur. Elle a haussé les épaules avec une indifférence étudiée. Les laboratoires changent parfois la formulation. L'effet est le même. Quelque chose dans sa voix, dans son attitude, m'a mis en alerte. J'ai fait semblant d'avaler le comprimé, mais je l'ai gardé sous ma langue, et dès qu'elle a eu le dos tourné, je l'ai recraché discrètement dans ma serviette de table. Après son départ, j'ai examiné le comprimé de près. Il n'y avait aucune inscription dessus, contrairement à mes vrais Préviscans qui portaient toujours le nom du laboratoire et le dosage. J'ai goûté. C'était sucré, comme un bonbon à la menthe. Stéphanie Moreau était en train de me donner de faux médicaments. L'après-midi même, j'ai appelé ma pharmacie habituelle, rue de Belleville. « Allô, monsieur Berger? C'est Marcel Rousseau. J'ai une question sur mes Préviscans. » Monsieur Berger était mon pharmacien depuis 15 ans, un homme consciencieux qui connaissait par cœur les traitements de tous ses clients âgés. « Bonjour, monsieur Rousseau. Que puis-je faire pour vous? Dites-moi, est-ce que vous avez délivré récemment une boîte de Prévican à mon aide-soignante ?» Un silence au bout du fil. « Non, monsieur Rousseau. La dernière boîte que vous avez retirée date de 3 semaines. D'ailleurs, vous devriez venir en chercher une nouvelle bientôt. » Donc Stéphanie n'avait jamais été chercher mes médicaments à la pharmacie. D'où sortaient ces faux comprimés qu'elle me donnait? « Monsieur Berger, si quelqu'un d'autre que moi vient chercher mes médicaments, vous le faites? » Jamais sans une ordonnance et une procuration signée de votre main, monsieur Rousseau. C'est la réglementation. J'ai raccroché en tremblant. Cette femme était en train d'essayer de me tuer à petit feu en remplaçant mes médicaments vitaux par des placebos. Son plan était diabolique. Privé de mes vrais traitements, j'allais me dégrader rapidement, peut-être avoir un AVC, et dans ma détresse, je finirais par lui donner l'argent qu'elle réclamait. Le mardi matin, j'ai décidé de tendre un piège à Stéphanie. Quand elle m'a donné mes prétendus médicaments, j'ai fait semblant de tous les avaler, mais j'ai réussi à tous les garder et à les recracher dès qu'elle est sortie de la chambre. Ce que j'ai découvert m'a glacé d'horreur. Les 4 comprimés étaient tous faux. Mon traitement pour le cœur avait été remplacé par ce qui ressemblait à des bonbons à la menthe. Mon médicament pour la tension par ce qui semblait être des comprimés de vitamine C. Mes antidouleurs par des pastilles qui sentaient le thym. Stéphanie Moreau remplaçait systématiquement tous mes médicaments par des placebos.
Alors, monsieur Rousseau, comment vous sentez-vous ce matin » m'a-t-elle demandé avec un sourire qui n'avait plus rien de bienveillant. « Ça va, ça va. Vraiment ? Vous n'avez pas l'air en forme. Vous êtes tout pâle. » Bien sûr que j'étais pâle. Cela faisait maintenant plusieurs jours que je ne prenais plus mes vrais médicaments. Mon cœur battait irrégulièrement. J'avais des vertiges et je sentais que ma tension montait. Vous savez, monsieur Rousseau, à votre âge, la santé peut se dégrader très vite. Il faut vraiment prendre soin de soi. Elle insistait sur chaque mot et j'ai compris qu'elle était en train de m'avertir. Si je ne cédais pas à son chantage, elle allait continuer son petit jeu jusqu'à ce que ma santé se dégrade au point que je n'ai plus le choix. « Stéphanie, j'aimerais aller chez le médecin. Je ne me sens pas très bien. » « Oh, le docteur Blanchard n'a pas de place avant 15 jours. Et puis, vous savez, les médecins, ils ne peuvent pas grand-chose quand on vieillit. Par contre, un petit séjour dans une belle clinique privée, ça pourrait vous faire du bien. Mais bon, ça coûte cher, ces choses-là. Toujours l'argent. Tout tournait autour de mes 280 000 €. L'après-midi, profitant d'une absence de Stéphanie qui était censée faire des courses, j'ai fouillé dans son sac à main qu'elle avait laissé dans la cuisine. Ce que j'y ai trouvé m'a donné des sueurs froides. Il y avait un petit sachet en plastique contenant une dizaine de comprimés blancs, manifestement ceux qu'elle me donnait à la place de mes vrais médicaments. Mais surtout, il y avait un carnet noir où elle notait scrupuleusement mes réactions. Jour 5 sans Préviscan, faiblesse, pâleur. Jour 3 sans Cardanciel, essoufflement. Résistance encore forte, augmenter la pression. Cette femme tenait un journal clinique de mon empoisonnement par privation de médicaments. Plus loin dans le carnet, j'ai trouvé d'autres noms. Albert Morvan, 79 ans, 15 000 € récupérés. Simone Petit, 84 ans, 8 000 €. Marcel Rousseau, 82 ans, objectif 50 000 €. Je n'étais pas sa première victime. Stéphanie Moreau était une prédatrice professionnelle qui s'attaquait systématiquement aux personnes âgées vulnérables. Quand elle est revenue des courses, j'ai fait semblant de dormir dans mon fauteuil, mais j'observais tous ses gestes. Elle a discrètement vérifié que son sac n'avait pas bougé, puis elle s'est approchée de moi. « Monsieur Rousseau, vous dormez ?» J'ai fait semblant de me réveiller difficilement. « Oh, Stéphanie, j'ai fait un drôle de rêve. Je rêvais que quelqu'un essayait de m'empoisonner. » Elle a sursauté légèrement, mais s'est rapidement ressaisie. Les personnes âgées font souvent des cauchemars, c'est normal. C'est peut-être à cause de vos médicaments. D'ailleurs, en parlant de ça, il faut que je vous dise quelque chose. Elle s'est assise en face de moi, et j'ai vu dans ses yeux cette détermination froide que je commençais à bien connaître. « Monsieur Rousseau, j'ai parlé à votre pharmacien ce matin. Il paraît qu'il y a une pénurie de Préviscan en ce moment. Il ne pourra pas vous en donner avant au moins 10 jours. » Mensonge. Je venais de parler à monsieur Berger la veille. 10 jours sans anticoagulant, c'est très dangereux pour vous. Mais j'ai une solution. Elle a sorti de son sac une boîte de médicaments que je ne connaissais pas. J'ai un ami médecin qui m'a donné ça. C'est un anticoagulant générique, très efficace. Ça vous fera patienter. Un anticoagulant générique qui ressemblait étrangement aux bonbons à la menthe qu'elle me donnait depuis plusieurs jours. Et c'est gratuit ? Eh bien, mon ami me rend service. Mais vous comprenez, ce genre de traitement, quand on sort des circuits officiels, ça se monnaie un petit peu. On y venait enfin. Combien ? 3 000 € pour 10 jours de traitement. Je sais que c'est cher, mais votre vie n'a pas de prix, n'est-ce pas ? 3 000 € pour 10 jours de faux médicaments. Cette femme ne manquait pas de culot. Stéphanie, 3 000 €, c'est énorme. Monsieur Rousseau, réfléchissez bien. Sans traitement, vous risquez un AVC dans les 48 heures. Moi, je ne peux pas prendre cette responsabilité. Cette responsabilité qu'elle était justement en train de prendre en me privant de mes vrais médicaments. Et si je refuse ? Son regard s'est durci. Si vous refusez, je ne peux plus assumer votre suivi médical. Je serai obligé de démissionner et de prévenir l'hôpital que vous n'êtes plus en état de vivre seul. Le chantage ultime. Si je ne payais pas, elle m'abandonnait.
et faisait en sorte que je sois hospitalisé d'office ou placé en maison de repos. Laissez-moi réfléchir jusqu'à demain. Très bien, mais ne réfléchissez pas trop longtemps. Votre état se dégrade de jour en jour. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai senti mon cœur qui battait irrégulièrement et j'ai eu plusieurs épisodes de vertige. Mon corps réclamait ses vrais médicaments et je savais que je ne pourrais pas tenir beaucoup plus longtemps sans traitement. Mais je savais aussi que si je cédais au chantage de Stéphanie, ce ne serait que le début. Elle reviendrait à la charge encore et encore, jusqu'à ce qu'elle ait pompé toutes mes économies. Il fallait que je trouve une solution. Et vite. C'est à ce moment-là que j'ai repensé à mon vieux copain Lucien Durand, avec qui j'avais travaillé à la RATP pendant 20 ans. Lucien qui avait pris sa retraite pour devenir détective privé. Lucien qui avait toujours eu le sens de la justice et qui détestait qu'on s'attaque aux faibles. Le lendemain matin, dès que Stéphanie est partie, j'ai appelé Lucien. « Marcel, mon vieux, ça fait plaisir d'entendre ta voix. Comment tu vas ?»« Lucien, j'ai besoin de ton aide. J'ai un gros problème. Raconte-moi tout. » Pendant 1 heure, je lui ai expliqué toute l'histoire. Stéphanie, les faux médicaments, le chantage, les autres victimes mentionnées dans son carnet. Lucien m'a écouté sans m'interrompre, et quand j'ai eu fini, il a sifflé entre ses dents. « Marcel, cette femme est une criminelle. Ce qu'elle te fait, c'est de la mise en danger de la vie d'autrui et de l'extorsion de fonds. Il faut porter plainte immédiatement. Lucien, j'ai peur. Si je porte plainte et qu'elle apprend que c'est moi, elle risque de s'en prendre à moi avant que la police intervienne. Ne t'inquiète pas, mon vieux. On va s'y prendre autrement. On va la coincer en flagrant délit. Et quand on en aura fini avec elle, elle ne s'attaquera plus jamais à une personne âgée. » Lucien avait un plan. Un plan qui allait permettre de confondre Stéphanie Moreau et de la faire condamner pour tous ses crimes. Mais d'abord, il fallait que je survive encore quelques jours sans mes vrais médicaments. Et ça, c'était loin d'être gagné. Lucien Durand est arrivé chez moi le jeudi après-midi, 2 heures après le départ de Stéphanie. À 78 ans, mon vieux collègue de la RATP avait gardé cette prestance qui le caractérisait déjà quand nous travaillions ensemble. Grand, mince, avec ses yeux perçants qui ne rataient jamais rien, il portait un imperméable beige et tenait une mallette noire qui contenait tout son matériel de détective. « Marcel, mon vieux, tu as une mine épouvantable. Cette garce est vraiment en train de te tuer à petit feu. » Lucien ne mâchait jamais ses mots. C'était ce que j'avais toujours aimé chez lui. « Lucien, j'ai de plus en plus de mal. Hier soir, j'ai cru que j'allais faire un malaise. Mon cœur bat n'importe comment. J'ai des vertiges constants. Ne t'inquiète pas, on va la coincer. Mais d'abord, il faut qu'on récupère tes vrais médicaments. » Il a ouvert sa mallette et en a sorti une petite caméra de la taille d'un bouton de chemise. « Première chose, on va installer ça dans ta cuisine. Je veux filmer cette femme en train de manipuler tes médicaments. Ça nous servira de preuve. » Lucien a fixé discrètement la caméra derrière le cadre d'une photo accrochée au mur, avec un angle parfait sur la zone où Stéphanie préparait mes traitements chaque matin. Deuxième chose, on va lui tendre un piège. Tu vas accepter de lui donner de l'argent, mais pas la somme qu'elle demande. Tu vas proposer 1 000 €, comme si c'était tout ce que tu peux sortir rapidement. Et après, on verra comment elle réagit. Si elle accepte, on aura la preuve de l'extorsion. Si elle refuse et qu'elle augmente la pression, on aura la preuve de la mise en danger. Lucien a sorti de sa mallette un petit magnétophone numérique. Troisième chose, tu vas porter ça sur toi en permanence. Je veux enregistrer toutes vos conversations, chaque menace, chaque chantage, tout. Il m'a montré comment dissimuler l'appareil dans ma poche de pyjama et comment l'activer discrètement. Et surtout, Marcel, il faut qu'on ait une preuve de ces autres victimes. Tu m'as dit qu'elle avait un carnet? Oui, dans son sac, avec les noms d'Albert Morvan et Simone Petit. Parfait. Ces gens-là, s'ils sont encore vivants, ils pourront témoigner. Je vais commencer des recherches dès ce soir. Avant de partir, Lucien m'a donné quelque chose qui m'a soulagé au-delà de tout ce que je peux exprimer.
Une boîte de mes vrais médicaments qu'il était allé chercher chez mon pharmacien avec une procuration que nous avions rédigée ensemble. Prends tes vrais traitements en cachette quand elle n'est pas là et continue de faire semblant d'avaler ces faux médicaments. Il faut qu'elle ne se doute de rien. Cette nuit-là, pour la première fois depuis une semaine, j'ai pu prendre mes vrais médicaments. Le soulagement a été immédiat. Mon cœur a retrouvé un rythme normal, mes vertiges ont disparu et j'ai enfin pu dormir paisiblement. Le vendredi matin, Stéphanie est arrivée avec ce sourire prédateur que je commençais à bien connaître. « Alors, monsieur Rousseau, vous avez réfléchi à ma proposition ?» J'ai activé discrètement le magnétophone dans ma poche. « Stéphanie, 3 000 €, c'est vraiment trop pour moi, mais j'ai réussi à rassembler 1 000 €. C'est tout ce que j'ai en liquide. » Son visage s'est rembruni instantanément. « 1 000 €? Mais monsieur Rousseau, je vous ai dit que le traitement coûtait 3 000 €. Mon ami médecin ne peut pas faire de cadeau sur une somme pareille. Stéphanie, je vous assure que c'est tout ce que je peux faire. Je n'ai pas plus d'argent disponible. » Elle m'a regardé avec des yeux froids, calculateur. « Monsieur Rousseau, ne me mentez pas. Vous avez 280 000 € sur votre livret A. 3 000 €, c'est une misère pour vous. Ces 280 000 €, c'est toute ma vie d'économie. Je ne peux pas les toucher comme ça. » Stéphanie s'est levée brusquement et a commencé à faire les 100 pas dans ma chambre. « Écoutez-moi bien, monsieur Rousseau. Vous croyez que je fais ça pour le plaisir? Vous croyez que j'ai envie de voir un vieil homme souffrir ?» Elle s'est arrêtée devant moi, et dans ses yeux, j'ai vu une détermination implacable. « Si vous ne me donnez pas ces 3 000 € aujourd'hui, je ne peux plus vous donner vos médicaments. Et sans traitement, vous savez ce qui va vous arriver. Stéphanie, vous ne pouvez pas me laisser mourir pour une question d'argent. Moi, je ne vous laisse pas mourir. C'est vous qui choisissez de mourir plutôt que de débourser 3 000 malheureux €. » Le culot de cette femme était sans limite. Elle était en train de m'expliquer que c'était moi le responsable de ma propre mort. Et si je ne peux vraiment pas payer? Son sourire est devenu glacial. « Alors je serai obligé de prévenir l'hôpital que vous n'êtes plus en état de vivre seul. Ils vous feront hospitaliser d'office et là-bas, vous comprendrez peut-être que 3 000 €, ce n'était pas si cher payé pour rester chez vous. » L'hôpital d'office, l'internement forcé, cette femme avait réponse à tout. « Bon, je vais voir ce que je peux faire. Donnez-moi jusqu'à lundi. » Lundi? Monsieur Rousseau, vous n'avez plus de médicaments depuis hier. Lundi, il sera peut-être trop tard. Stéphanie, le week-end, les banques sont fermées. Je ne peux rien faire avant lundi. Elle a réfléchi quelques secondes, puis a sorti de son sac les faux médicaments qu'elle m'avait préparés. Très bien, je vais vous donner vos traitements du week-end. Mais lundi matin, si vous n'avez pas l'argent, j'arrête tout. Elle m'a tendu les comprimés avec un verre d'eau, et j'ai fait semblant de les avaler consciencieusement. Vous savez, monsieur Rousseau, j'espère sincèrement que vous allez comprendre. Moi, je ne veux que votre bien, mais la médecine, ça coûte cher de nos jours. Après son départ, j'ai immédiatement appelé Lucien pour lui rapporter la conversation. Parfait, Marcel. On a tout enregistré. Maintenant, il faut qu'on retrouve ces autres victimes. Lucien avait été efficace. En une journée de recherche, il avait retrouvé la trace d'Albert Morvan et de Simone Petit. Albert Morvan, 79 ans, domicilié rue de la Roquette dans le 11e. Il a été hospitalisé il y a 6 mois pour des problèmes cardiaques et il a eu une aide soignante à domicile. Devine qui? Stéphanie Moreau. Exactement. Et Simone Petit, 84 ans, avenue Parmentier, dans le même arrondissement. Même scénario. Hospitalisation, aide à domicile, et mystérieusement, elle a vidé une partie de son compte épargne il y a 4 mois. Tu crois qu'ils accepteront de témoigner? J'y vais cet après-midi. Des gens comme nous, Marcel, quand on leur explique qu'ils peuvent empêcher d'autres personnes de subir la même chose, ils n'hésitent pas. Le samedi soir, Lucien m'a appelé avec des nouvelles encore plus accablantes. Marcel, j'ai vu Albert Morvan. Cette ordure lui a extorqué 15 000 € exactement comme elle essaie de te le faire. Elle lui disait que ses médicaments étaient en rupture de stock et qu'elle pouvait lui en procurer sur le marché parallèle, mais que ça coûtait cher. Et il a payé.
Il a payé parce qu'il avait peur de mourir. Et le pire, c'est qu'une fois qu'elle a eu l'argent, elle a continué à lui donner de faux médicaments pendant encore 3 semaines avant de disparaître du jour au lendemain. Et Simone Petit, c'est encore pire. Cette femme de 84 ans lui a donné 8 000 € et Stéphanie lui a fait croire qu'elle devait aussi payer pour des consultations médicales à domicile fictives. Elle lui a soutiré l'argent en lui disant qu'un cardiologue renommé venait l'examiner chez elle. Mais en réalité, c'était un complice qui se faisait passer pour un médecin. J'étais écœuré. Cette femme était une prédatrice en série qui s'attaquait systématiquement aux personnes âgées les plus vulnérables. Lucien, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on passe à l'action. Lundi matin, tu vas accepter de lui donner l'argent, mais on va faire les choses intelligemment. Lucien m'a expliqué son plan. J'allais dire à Stéphanie que j'acceptais de payer les 3 000 €, mais que pour retirer une telle somme, je devais me rendre à ma banque avec elle. Lucien nous suivrait à distance et filmerait toute la transaction. Une fois qu'on aura la preuve qu'elle accepte l'argent, on ira directement au commissariat du 20e. Avec les témoignages d'Albert et Simone, les enregistrements de vos conversations et la vidéo de l'extorsion, elle ne pourra pas s'en sortir. Et mes médicaments? Elle va bien finir par comprendre que je ne prends pas ces faux comprimés. Ne t'inquiète pas pour ça. Une fois qu'on l'aura arrêtée, tu n'auras plus besoin de faire semblant. Le dimanche, j'ai passé la journée à réviser mon rôle. Il fallait que je sois convaincant, que Stéphanie ne se doute de rien. L'enjeu était énorme. Si elle flairait le piège, elle disparaîtrait et s'attaquerait à d'autres victimes. Mais il y avait aussi un autre enjeu. En acceptant de me rendre à la banque avec elle, j'allais lui donner accès à toutes mes informations bancaires. Et, connaissant sa cupidité, je savais qu'elle ne s'arrêterait pas à 3 000 €. Cette femme était sur le point de découvrir qu'elle s'était attaquée à la mauvaise personne. Car Marcel Rousseau, 82 ans, ancien contrôleur RATP, n'était pas le vieil homme sans défense qu'elle croyait. Et lundi matin, elle allait l'apprendre à ses dépens. Le lundi matin, Stéphanie est arrivée avec une ponctualité militaire. 8 heures précises. Elle portait sa blouse blanche habituelle, mais j'ai remarqué qu'elle avait pris soin de se maquiller plus que d'ordinaire et qu'elle portait des bijoux discrets. Elle se préparait visiblement à sa victoire. « Bonjour, monsieur Rousseau. Alors, vous avez pris votre décision ?» J'ai activé discrètement le magnétophone que Lucien m'avait donné. « Stéphanie, j'ai réfléchi tout le week-end. Je ne peux pas me permettre de risquer ma vie pour 3 000 €. Ses yeux se sont illuminés et j'y ai vu passer une lueur de triomphe qu'elle a essayé de dissimuler derrière un masque de compassion professionnelle. « Vous avez pris la bonne décision, monsieur Rousseau. Votre santé n'a pas de prix. Mais j'ai un problème. Pour retirer 3 000 € en liquide, je dois me rendre à ma banque. À mon âge, avec ma hanche, je ne peux pas y aller seul. Pas de problème, je peux vous accompagner. C'est même normal, je suis votre aide-soignante. » Exactement ce que Lucien avait prévu. Stéphanie ne pouvait pas résister à l'occasion de m'accompagner à la banque et de voir de ses propres yeux mes comptes. Et puis, ai-je ajouté en feignant l'embarras, « Il faudra que vous m'aidiez pour les formalités. » Avec l'âge, ces histoires de code et de papier, ça m'embrouille. Son sourire s'est élargi. Cette femme pensait que j'allais lui donner accès à tous mes comptes. « Bien sûr, monsieur Rousseau, je serai là pour vous aider. » Nous sommes partis vers 10 heures. J'étais dans mon fauteuil roulant, qu'elle poussait avec cette sollicitude feinte qu'elle maîtrisait parfaitement. Ma banque, le Crédit Lyonnais de la place des Fêtes, n'était qu'à 10 minutes de chez moi. Ce que Stéphanie ne savait pas, c'est que Lucien nous suivait à distance, caméra en main, dans sa vieille Peugeot grise. Il documentait chacun de nos gestes, chacune de nos paroles. Arrivé à la banque, j'ai demandé à voir Madame Lacroix, ma conseillère depuis 15 ans. Une femme d'une 50aine d'années, efficace et discrète, qui connaissait parfaitement ma situation financière. « Bonjour, monsieur Rousseau. Comment allez-vous? Et qui m'amenez-vous? » « Bonjour, Madame Lacroix. Voici Stéphanie, mon aide-soignante. Je voudrais retirer 3 000 € en liquide. » Madame Lacroix a froncé les sourcils.
Elle savait que je ne retirais jamais d'aussi grosse somme en liquide. 3 000 €? C'est pourquoi, si ce n'est pas indiscret? C'est pour des médicaments spéciaux que que Stéphanie doit me procurer. Des médicaments qui ne sont pas remboursés. J'ai vu Stéphanie se raidir légèrement. Elle n'aimait pas que je donne trop de détails. Des médicaments à 3 000 €? Madame Lacroix semblait surprise. Vous ne pouvez pas passer par votre pharmacie habituelle? C'est un traitement très spécialisé, est intervenue Stéphanie avec ce sourire professionnel qu'elle savait si bien afficher. Monsieur Rousseau a des problèmes cardiaques graves et son traitement habituel ne suffit plus. Madame Lacroix nous a installés dans son bureau et a commencé les formalités. Mais j'ai vu qu'elle était méfiante. Son regard allait de moi à Stéphanie et je sentais qu'elle se posait des questions. Monsieur Rousseau, pour retirer une telle somme, j'ai besoin de votre signature et de votre code secret. J'ai fait semblant d'hésiter. Mon code, avec l'âge, j'ai du mal à m'en souvenir. Stéphanie, vous pouvez m'aider? Bien sûr, monsieur Rousseau. Elle s'est penchée vers moi et j'ai murmuré assez fort pour que madame Lacroix entende. C'est 2847, n'est-ce pas? Exactement, a confirmé Stéphanie, ne se rendant pas compte qu'elle venait de révéler qu'elle connaissait mon code secret. Madame Lacroix a écarquillé les yeux. Une aide-soignante qui connaît le code bancaire de son patient, c'est un signal d'alarme énorme. Monsieur Rousseau, pourrais-je vous parler en privé une seconde? Oh, ce n'est pas la peine, ai-je répondu. Stéphanie connaît toute ma situation. Elle m'aide pour tout. J'ai vu madame Lacroix échanger un regard avec sa collègue au bureau d'à côté. Quelque chose dans son attitude me disait qu'elle était en train de prendre des mesures de précaution. Pendant qu'elle préparait les documents, Stéphanie en a profité pour regarder discrètement l'écran de l'ordinateur où s'affichait un mécompte. J'ai vu ses yeux s'agrandir quand elle a lu le montant de mon livret A. « Monsieur Rousseau », a-t-elle murmuré, « vous m'aviez dit 280 000 €, mais là je vois 285 000. Ah oui, les intérêts du mois dernier. » Elle a continué à scruter l'écran, et j'ai compris qu'elle découvrait autre chose. Et ce compte-là? Assurance vie, 150 000 €. Oh ça, c'est un vieux placement. J'avais oublié de vous en parler. Madame Lacroix était revenue avec les billets et les documents à signer. Pendant que je signais, j'ai vu qu'elle notait discrètement quelque chose sur un papier. Voilà, monsieur Rousseau, 3 000 € en coupure de 100 et 200 €. Stéphanie a immédiatement tendu la main vers l'argent. Je peux les prendre pour éviter que monsieur Rousseau les perde? Non, ai-je dit fermement. Je préfère les garder sur moi. J'ai rangé les billets dans ma poche intérieure et nous sommes sortis de la banque. Stéphanie était dans un état d'excitation à peine contenu. Monsieur Rousseau, vous ne m'aviez jamais dit que vous aviez aussi une assurance vie. 435 000 € au total, c'est une belle somme. Stéphanie, tout ça c'est pour ma fille Isabelle, quand je mourrai. Bien sûr, mais en attendant, vous pourriez en profiter un peu plus. À votre âge, il faut savoir se faire plaisir. Une fois rentré chez moi, j'ai sorti les billets de ma poche. Voilà vos 3 000 €, Stéphanie. Elle a pris l'argent avec des yeux brillants de convoitise. Merci, monsieur Rousseau. Mon ami médecin va être très content. Il va pouvoir vous préparer le traitement immédiatement. Et quand est-ce que je peux l'avoir? Dès cet après-midi. Je vais l'appeler tout de suite. Elle a sorti son téléphone et a fait semblant de composer un numéro. Allô, docteur? C'est Stéphanie? Oui, monsieur Rousseau accepte finalement. Parfait. Je vous apporte l'argent dans 1 heure. D'accord, merci. Cette mise en scène était pathétique. Il n'y avait évidemment aucun médecin au bout du fil. Bon, je reviens dans 2 heures avec vos médicaments. En attendant, reposez-vous bien. Dès qu'elle est partie, j'ai appelé Lucien. Marcel, c'était parfait. J'ai tout filmé. Son comportement à la banque, sa convoitise quand elle a vu tes comptes et surtout le moment où elle a pris l'argent. On la tient. Et maintenant? Maintenant, on va au commissariat. J'ai déjà prévenu le commissaire Mercier, un ancien collègue. Il nous attend avec Albert Morvan et Simone Petit. 30 minutes plus tard, nous étions au commissariat du 20e arrondissement.
Albert Morvan, un homme frêle aux cheveux blancs, était assis dans la salle d'attente à côté de Simone Petit, une petite dame élégante qui serrait nerveusement son sac à main. « Monsieur Rousseau ?» m'a dit Albert en me voyant arriver. Lucien m'a tout expliqué. « Cette femme, elle vous fait exactement la même chose qu'à moi. Et à moi aussi », a ajouté Simone Petit. Sauf que moi, elle m'a fait croire qu'elle pouvait me faire venir un cardiologue réputé à domicile pour 8 000 €. Le commissaire Mercier, un homme d'une 50aine d'années au regard perçant, nous a reçus dans son bureau. « Messieurs, dames, d'après ce que m'a expliqué Lucien, nous avons affaire à une escroqueuse en série qui s'attaque spécifiquement aux personnes âgées. Monsieur Rousseau, pouvez-vous me raconter votre histoire depuis le début ?» J'ai tout raconté. Les faux médicaments, le chantage, l'extorsion de fonds de ce matin. Lucien a montré les vidéos qu'il avait tournées et nous avons fait écouter les enregistrements de nos conversations. C'est un dossier en béton, a conclu le commissaire. Mise en danger de la vie d'autrui, extorsion de fonds, abus de faiblesse, usurpation de titres si elle se fait passer pour médecin. Cette femme risque plusieurs années de prison. Quand allez-vous l'arrêter ? Cet après-midi, quand elle reviendra chez vous, on va organiser une souricière. Mais le commissaire Mercier ne savait pas que Stéphanie Moreau avait encore une carte à jouer. Une dernière carte, la plus dangereuse de toutes. Car cette femme, sentant peut-être que l'étau se resserrait, allait tenter le tout pour le tout. Et ce qu'elle allait faire en revenant chez moi dépassa tout ce que nous avions imaginé. Vers 14 heures, 2 inspecteurs en civil se sont installés discrètement dans l'appartement voisin du mien, dont les occupants étaient absents. Le commissaire Mercier avait organisé la surveillance avec un professionnalisme qui m'impressionnait. Lucien était resté avec moi, caché dans ma chambre, pendant que je m'installais dans mon fauteuil habituel du salon. « Marcel, quoi qu'elle te dise, quoi qu'elle te demande, tu ne bouges pas de ce fauteuil. Les inspecteurs peuvent intervenir en moins de 30 secondes. À 15h30 précise, j'ai entendu la clé tourner dans la serrure. Stéphanie avait gardé mes clés depuis le premier jour, soi-disant pour pouvoir intervenir en cas d'urgence. Maintenant, je réalisais que c'était pour pouvoir entrer chez moi à sa guise. « Monsieur Rousseau, je suis de retour. » Sa voix avait quelque chose de différent, plus tendu, plus aigu. Quand elle est entrée dans le salon, j'ai immédiatement vu qu'elle était dans un état de nervosité extrême. Ses cheveux étaient décoiffés, son maquillage avait coulé, et ses mains tremblaient légèrement. « Stéphanie, vous allez bien? Vous avez l'air bouleversée. »« Ça va. J'ai eu quelques problèmes avec mon ami médecin. » Elle s'est assise en face de moi, mais au lieu de sortir des médicaments de son sac, elle en a sorti une liasse de papier froissé. « Monsieur Rousseau, il faut qu'on parle. Mon ami médecin m'a expliqué quelque chose d'important sur votre état de santé. Quelque chose dans son regard me mettait mal à l'aise. Cette femme était en train de changer de stratégie. Il m'a dit que vos médicaments actuels ne suffisaient plus, que votre cœur était dans un état critique et que vous risquiez un arrêt cardiaque à tout moment. Comment peut-il savoir ça? Il ne m'a jamais examiné. Il a analysé vos symptômes d'après ce que je lui ai décrit. Et monsieur Rousseau, ce qu'il m'a dit va vous faire peur. » Elle a déplié les papiers froissés. C'étaient des formulaires d'hospitalisation d'urgence. Il faut vous faire hospitaliser immédiatement, dans une clinique privée spécialisée en cardiologie. C'est une question de vie ou de mort. Mon sang s'est glacé. Cette femme était en train de préparer mon internement forcé. Stéphanie, je me sens très bien. Je n'ai aucun symptôme inquiétant. Monsieur Rousseau, vous ne vous rendez pas compte. À votre âge, un arrêt cardiaque, ça ne prévient pas. Mon ami médecin a déjà contacté la clinique Saint-Joseph à Neuilly. Ils ont une place pour vous dès ce soir. La clinique Saint-Joseph, un établissement privé hors de prix où elle espérait sans doute me faire signer des papiers pour accéder à mes comptes. Et combien ça coûte, cette hospitalisation? 15 000 € par semaine. Mais monsieur Rousseau, on ne peut pas mettre un prix sur votre vie. 15 000 € par semaine, cette femme était en train de passer à la vitesse supérieure. Elle ne se contentait plus de petites sommes, elle voulait me dépouiller complètement. Stéphanie, 15 000 € par semaine, c'est énorme.
Et d'ailleurs, pourquoi une clinique privée? L'hôpital public pourrait très bien... L'hôpital public? Elle a eu un rire nerveux. Monsieur Rousseau, dans votre état, vous avez besoin des meilleurs soins. Et puis, aux urgences publiques, vous risquez d'attendre des heures avant qu'on s'occupe de vous. Elle s'est levée et a commencé à tourner en rond dans mon salon. Il faut qu'on y aille maintenant. J'ai une ambulance qui nous attend en bas. Une ambulance. Cette femme avait organisé mon enlèvement médical. Stéphanie, je refuse. Je ne veux pas aller dans cette clinique. Son visage s'est durci instantanément. Monsieur Rousseau, vous ne comprenez pas. Ce n'est plus un choix. Votre état nécessite une hospitalisation d'urgence. Si vous refusez, je serai obligé d'appeler le SAMU pour une hospitalisation sous contrainte. L'hospitalisation sous contrainte. L'arme ultime de tous les escrocs qui s'attaquent aux personnes âgées. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Si, j'ai le droit. En tant qu'aide-soignante, si j'estime qu'un patient représente un danger pour lui-même en refusant des soins vitaux, je peux demander une intervention d'urgence. Elle a sorti son téléphone de sa poche. Alors, vous venez de votre plein gré ou je dois appeler le 15. C'est à ce moment-là que j'ai compris que Stéphanie Moreau était encore plus dangereuse que nous ne l'avions imaginé. Cette femme était prête à me faire interner de force pour accéder à mon argent. Bon, donnez-moi 5 minutes pour préparer quelques affaires. Non, pas besoin. À la clinique, ils ont tout ce qu'il faut. Et puis, dans votre état, il ne faut pas perdre de temps. Elle s'est approchée de mon fauteuil et a posé ses mains sur les accoudoirs, m'emprisonnant littéralement. Monsieur Rousseau, avant de partir, il faut qu'on règle les formalités financières. Pour être hospitalisé à Saint-Joseph, ils demandent un acompte de 30 000 €. Nous y voilà. Le vrai but de toute cette mise en scène. 30 000 €, mais je n'ai pas une telle somme en liquide. Je sais, c'est pour ça qu'il faut qu'on retourne à la banque. Ou alors, elle a marqué une pause, me regardant droit dans les yeux. Ou alors, vous me donnez votre carte bancaire avec le code et je vais faire le virement pendant que l'ambulance vous emmène. Ma carte bancaire avec le code. Cette femme voulait un accès total à mes comptes. Stéphanie, je ne peux pas vous donner ma carte comme ça. Monsieur Rousseau. Sa voix était devenue cassante, menaçante. Vous préférez mourir d'un arrêt cardiaque plutôt que de me faire confiance. Elle s'est penchée vers moi et j'ai senti son haleine sur mon visage. Écoutez-moi bien. Dans 10 minutes, cette ambulance va partir avec ou sans vous. Si vous venez gentiment, on règle ça entre nous et tout se passe bien. Si vous refusez, j'appelle le SAMU. Je leur dis que vous délirez, que vous refusez des soins vitaux et ils vous emmènent de force à l'hôpital psychiatrique. L'hôpital psychiatrique. Cette femme était en train de me menacer d'internement psychiatrique. Stéphanie, vous dépassez les bornes. Je ne suis pas fou. Qui va le croire, monsieur Rousseau? Un vieillard de 82 ans qui refuse des soins médicaux urgents, qui vit seul et qui commence à avoir des troubles de la mémoire. Des troubles de la mémoire. Elle était en train de construire un dossier médical fictif pour justifier mon internement. Je n'ai aucun trouble de la mémoire. Vraiment. Alors pourquoi vous m'avez dit 3 fois ce matin que vous ne vous rappeliez plus de votre code de carte bleue? J'étais tombé dans son piège. En feignant d'avoir des problèmes de mémoire pour justifier qu'elle m'aide à la banque, je lui avais donné des arguments pour me faire passer pour sénile. Bon, vous avez réfléchi? Votre carte bancaire et votre code, ou l'hôpital psychiatrique? C'est à ce moment-là que j'ai entendu du bruit dans l'escalier. Des pas lourds, rapides. Stéphanie a sursauté et a regardé vers la porte d'entrée. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Soudain, 3 coups secs ont retenti à ma porte. Police, ouvrez. Le visage de Stéphanie s'est décomposé. Elle a compris en 1 seconde qu'elle était prise au piège. Vous m'avez dénoncé? Stéphanie Moreau, au nom de la loi, vous êtes en état d'arrestation. La porte s'est ouverte brutalement. Les inspecteurs Durand et Martin sont entrés, suivis du commissaire Mercier et de Lucien. Stéphanie a tenté de fuir vers la fenêtre, mais l'inspecteur Durand l'a rattrapée en 2 enjambées. Madame Moreau, vous êtes arrêtée pour extorsion de fonds, abus de faiblesse, mise en danger de la vie d'autrui et tentative d'escroquerie aggravée.
Pendant qu'on lui passait les menottes, Stéphanie me regardait avec une haine pure. « Vous allez le payer cher, le vieux. Vous croyez que c'est fini? J'ai des amis, moi, des gens qui vont s'occuper de vous. » « Madame Moreau, taisez-vous, » a dit sèchement le commissaire Mercier. « Vous aggravez votre cas. » L'inspecteur Martin fouillait son sac à main et en sortait des éléments accablants. De faux papiers d'hôpital, des médicaments périmés reconditionnés et surtout le fameux carnet noir avec la liste de ses victimes. « Commissaire, regardez ça. Elle a noté les noms et adresses de 12 personnes âgées avec les sommes extorquées à chacune. 12 victimes. Stéphanie Moreau avait escroqué 12 personnes âgées avant de s'attaquer à moi. Et ça, a continué l'inspecteur en sortant une liasse de papier, ce sont de faux certificats médicaux. Elle se faisait passer pour infirmière diplômée, mais en réalité, elle n'a aucune formation médicale. Pas de formation médicale. Cette femme qui s'occupait de moi depuis 2 mois n'était même pas qualifiée pour donner un pansement. Pendant qu'on l'emmenait, Stéphanie a craché une dernière menace. « Marcel Rousseau, vous ne perdez rien pour attendre. Ma famille va s'occuper de vous. » Le commissaire Mercier s'est tourné vers moi. « Monsieur Rousseau, ne vous inquiétez pas pour ces menaces. Cette femme va passer plusieurs années en prison et nous allons enquêter sur tous ses complices. » Après le départ de la police, Lucien et moi nous sommes retrouvés seuls dans mon salon. J'étais épuisé, vidé par cette confrontation, mais soulagé d'un poids énorme. « Marcel, tu t'es rendu compte à quel point tu es passé près de la catastrophe? Si elle avait réussi à m'emmener dans cette clinique, qu'est-ce qui se serait passé? Il t'aurait gardé sous sédatif pendant qu'elle vidait tes comptes, et quand il n'y aurait plus eu d'argent, il t'aurait transféré dans un établissement public en prétendant que tu avais tout dépensé pour tes soins. » J'ai frissonné en imaginant ce scénario cauchemardesque. « Lucien, comment je peux vous remercier? En restant vigilant, Marcel. Ces prédateurs, il y en a partout, et ils s'attaquent toujours aux plus vulnérables d'entre nous. » Le lendemain matin, j'ai reçu la visite de ma vraie aide-soignante, Madame Fernandez, envoyée par l'hôpital après que j'ai signalé les agissements de Stéphanie. Une femme de 50 ans, diplômée, avec de vraies références vérifiables. « Monsieur Rousseau, j'ai lu votre dossier. Ce que vous avez vécu est terrible. Mais rassurez-vous, maintenant vous êtes entre de bonnes mains. Elle m'a aidé à reprendre correctement mes vrais médicaments et m'a expliqué exactement l'effet de chacun d'eux. Vos Préviscan, c'est vital pour éviter les caillots. Votre Cardensiel régule votre rythme cardiaque. Si vous aviez continué à ne pas les prendre, vous auriez effectivement risqué un AVC ou un infarctus. 3 semaines plus tard, j'ai assisté au procès de Stéphanie Moreau. Albert Morvan et Simone Petit étaient là, ainsi que 6 autres victimes que l'enquête avait permis de retrouver. La procureure a dressé un portrait terrifiant de cette femme. Stéphanie Moreau s'est spécialisée dans l'escroquerie aux personnes âgées. Elle se faisait passer pour aide-soignante diplômée, gagnait la confiance de ses victimes, puis les privait de leurs médicaments pour les faire chanter. Au total, elle a extorqué plus de 150 000 € à des retraités vulnérables. Le juge a été sans pitié. 5 ans de prison ferme, interdiction d'exercer toute profession en lien avec les soins médicaux et obligation de rembourser toutes ses victimes. Mes amis, cette histoire me bouleverse chaque fois que je la raconte, parce qu'elle nous montre à quel point nos parents, nos grands-parents et bientôt nous-mêmes, nous sommes vulnérables face à ces prédateurs sans scrupules. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rater aucune de ces histoires importantes. Et surtout, partagez cette vidéo autour de vous. Montrez-la à vos proches âgés, expliquez-leur les signes qui doivent les alerter. En commentaire, racontez-moi si vous avez déjà été confronté à ce genre de situation. Vos témoignages peuvent sauver des vies, car c'est ensemble, en restant vigilants et solidaires, qu'on peut protéger nos aînés de ces vautours. Aujourd'hui, 6 mois après cette épreuve, je vais bien. Madame Fernandez s'occupe parfaitement de moi, ma fille Isabelle vient me voir plus souvent, et j'ai même rejoint un groupe de parole pour les victimes d'escroquerie aux personnes âgées. Car j'ai compris que mon histoire, aussi terrible soit-elle, peut servir à protéger d'autres personnes. Chaque semaine, avec Lucien, nous intervenons dans des associations de quartier pour expliquer aux seniors
Comment reconnaître les signes d'une escroquerie? Les questions à se poser. Votre aide-soignante connaît-elle vos codes bancaires? Vous demande-t-elle de l'argent pour des médicaments? Essaie-t-elle de vous isoler de votre famille? Vous pousse-t-elle à prendre des décisions financières importantes? Si la réponse à l'une de ces questions est oui, méfiez-vous. Et n'hésitez jamais à demander de l'aide. Car Stéphanie Moreau n'était qu'une escroqueuse parmi tant d'autres. Et malheureusement, ces prédateurs continueront à sévir tant que nous ne resterons pas vigilants. 3 mois après le procès, j'ai reçu un appel inattendu du commissaire Mercier. Sa voix était grave, préoccupée. « Monsieur Rousseau, pouvez-vous passer au commissariat? Nous avons découvert des choses sur Stéphanie Moreau qui vont vous intéresser et vous préoccuper. » En arrivant au commissariat avec Lucien, nous avons trouvé le commissaire entouré de dossiers épais. Sur son bureau, des photos, des documents, des témoignages. « Messieurs, asseyez-vous. Ce que nous avons découvert dépasse tout ce que nous avions imaginé. » Il a ouvert le premier dossier. Stéphanie Moreau, de son vrai nom, Stéphanie Delacroix, 37 ans, née à Toulouse. Elle a commencé sa carrière criminelle il y a 10 ans, pas à Paris, mais dans le sud-ouest. Le commissaire a étalé plusieurs photos sur la table. Stéphanie avec différentes coupes de cheveux, différents styles vestimentaires, mais toujours le même regard froid et calculateur. En 10 ans, elle a sévi dans 12 départements français. Toujours la même méthode. Elle se faisait passer pour aide-soignante, gagnait la confiance de personnes âgées isolées, puis les escroquait. « Combien de victimes ?» a demandé Lucien. D'après nos investigations, au moins 75 victimes officiellement recensées. Mais nous pensons qu'il y en a eu beaucoup plus. 75 victimes. Cette femme était un fléau national. Comment elle procédait? Le commissaire a sorti un autre dossier, plus épais. Elle avait perfectionné sa technique au fil des ans. Elle commençait toujours par s'occuper vraiment bien de ses victimes pendant quelques semaines pour gagner leur confiance totale. Puis elle découvrait leur situation financière et adaptait son chantage en conséquence. Il a pointé du doigt plusieurs témoignages. Regardez, Émile Dubois, 84 ans, à Bordeaux. Elle lui a extorqué 25 000 € en lui faisant croire qu'il avait besoin d'une opération chirurgicale urgente en Suisse. Marcel Vincent, 79 ans, à Lyon. 18 000 € soutirés pour des soins de kinésithérapie à domicile fictif. Chaque cas était plus révoltant que le précédent. Cette femme avait fait de l'escroquerie aux personnes âgées une véritable science. Mais le plus grave, monsieur Rousseau, c'est ce que nous avons découvert à Toulouse. Le commissaire a ouvert un dossier rouge marqué « Confidentiel ». En 2019, Stéphanie s'occupait d'un retraité de 81 ans, Georges Martel. Même méthode, elle lui donnait de faux médicaments pour le faire chanter. Sauf que monsieur Martel a résisté plus longtemps que prévu. Et alors, Georges Martel est mort d'un arrêt cardiaque après 6 semaines sans ses vrais traitements. Officiellement, mort naturelle liée à l'âge. Mais avec ce que nous savons maintenant, le silence qui a suivi était pesant. Cette femme n'était pas seulement une escroqueuse, elle était potentiellement une meurtrière. Il y a eu d'autres décès suspects, 3 autres cas dans 3 villes différentes. Toujours des personnes âgées dont elle s'occupait, toujours des arrêts cardiaques après qu'elles eurent refusé de payer ses exigences. J'ai senti un frisson glacial me parcourir l'échine. Si Lucien et moi n'avions pas agi quand nous l'avions fait, j'aurais pu devenir la 5e victime de Stéphanie Moreau. Commissaire, comment elle faisait pour passer d'une ville à l'autre sans être repérée? C'est là que ça devient vraiment inquiétant. Elle ne travaillait pas seule. Le commissaire a sorti une photo de groupe. Stéphanie entourée de 4 autres personnes, 2 hommes et 2 femmes, tous âgés d'une trentaine d'années. Voici le réseau Delacroix, une organisation criminelle spécialisée dans l'escroquerie aux seniors. Ils se répartissaient les territoires, s'échangeaient les techniques et surtout, ils avaient un système pour créer de fausses identités et de faux diplômes. Vous voulez dire qu'il y en a d'autres comme elle? Malheureusement, oui. Et ils sont toujours en liberté. Le commissaire nous a montré la photo d'un homme d'une 40aine d'années, aux cheveux châtains et au sourire charmeur. Patrick Delacroix, le frère de Stéphanie et le cerveau du réseau.
Ils se faisaient passer pour médecins et créaient de faux certificats médicaux pour justifier les hospitalisations forcées. Puis la photo d'une femme blonde à l'allure distinguée. Nathalie Bertrand, la complice. Elle se faisait passer pour assistante sociale et aidait à placer les victimes récalcitrantes en établissement psychiatrique. L'ampleur du réseau était terrifiante. Ces gens avaient industrialisé l'escroquerie aux personnes âgées. Et ils sont où maintenant? En fuite. Quand Stéphanie a été arrêtée, ils ont compris que leur système était grillé et ils ont disparu dans la nature. Mais nous les traquons. Le commissaire a refermé les dossiers. Monsieur Rousseau, je vous dis tout ça pour que vous compreniez une chose. Vous avez eu une chance incroyable. Si vous aviez cédé à son chantage, elle ne se serait pas arrêtée là. Elle vous aurait dépouillé complètement, puis elle vous aurait fait interner pour effacer les traces. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, nous enquêtons sur tous les réseaux similaires en France. Et surtout, nous sensibilisons les familles et les professionnels de santé pour éviter que ça se reproduise. En sortant du commissariat, Lucien et moi étions sous le choc. Marcel, tu te rends compte? Cette femme aurait pu te tuer et personne n'aurait rien soupçonné. Lucien, ce qui me fait le plus peur, c'est de penser à tous ces vieux qui sont peut-être en train de subir la même chose en ce moment même. C'est cette réflexion qui nous a donné l'idée de créer notre association. Vigilance Senior, une organisation bénévole pour protéger les personnes âgées des escroqueries. Avec l'aide d'Albert Morvan, de Simone Petit et de plusieurs autres victimes de Stéphanie, nous avons commencé à organiser des réunions d'information dans les mairies d'arrondissement parisiens. La première chose à retenir, expliquions-nous à notre public, c'est qu'aucun professionnel de santé légitime ne vous demandera jamais de l'argent pour des médicaments ou des soins. Si votre aide-soignante vous parle d'argent, c'est le premier signal d'alarme. Deuxième point, méfiez-vous de toute personne qui cherche à vous isoler de votre famille ou de vos amis. Les escrocs ont besoin que vous soyez seul pour mieux vous manipuler. Troisième point, ne donnez jamais vos codes bancaires, même à quelqu'un en qui vous avez confiance. Un professionnel de santé n'a jamais besoin de connaître vos informations financières. Nos réunions rencontraient un succès grandissant. Chaque semaine, nous recevions des témoignages de personnes qui avaient évité des escroqueries grâce à nos conseils. Madame Dupont, 78 ans, de Belleville. Mon aide ménagère me demandait de l'argent pour acheter mes courses en prétendant que les prix avaient augmenté. Grâce à vos conseils, j'ai compris qu'elle me volait depuis des mois. Monsieur Leblanc, 82 ans, de Ménilmontant. Un faux médecin était venu chez moi en prétendant que ma fille l'avait appelé. Il voulait m'hospitaliser d'urgence. Heureusement, je me suis souvenu de votre mise en garde sur les hospitalisations forcées. 6 mois après notre premier témoignage, nous avions déjà aidé une quinzaine de personnes à éviter des escroqueries. Mais notre plus grande satisfaction est venue d'un appel du commissaire Mercier. Monsieur Rousseau, j'ai une bonne nouvelle. Grâce aux témoignages recueillis par votre association, nous avons pu arrêter Patrick Delacroix et Nathalie Bertrand. Ils sévissaient à Marseille sous de fausses identités. Le réseau Delacroix était démantelé, mais nous savions que d'autres prendraient leur place. Commissaire, qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher que ça recommence? Continuez ce que vous faites, monsieur Rousseau. Informer, sensibiliser, créer du lien social. Ces prédateurs s'attaquent à l'isolement et à l'ignorance. Votre association combat ces deux fléaux. Aujourd'hui, 1 an après mon agression par Stéphanie Moreau, Vigilance Senior compte plus de 200 adhérents dans toute l'Île-de-France. Nous avons étendu nos actions aux maisons de retraite, aux centres de santé, aux pharmacies. Notre message est simple, les personnes âgées ne sont pas des proies faciles. Elles ont des droits, de l'expérience et surtout, elles ne sont pas seules. Il suffit d'un réseau de solidarité pour que les escrocs comprennent qu'ils ne peuvent plus agir en toute impunité. Car voyez-vous, Stéphanie Moreau a cru s'attaquer à un vieillard isolé et fragile. Elle a découvert qu'elle avait affaire à un homme qui avait des amis, du courage et la détermination de ne pas se laisser faire. Et c'est ça, le message que je veux transmettre à tous ceux qui m'écoutent.
Peu importe votre âge, peu importe votre situation, vous n'êtes jamais totalement sans défense face aux prédateurs. Il suffit de rester vigilant, de garder le contact avec vos proches et surtout de ne jamais avoir honte de demander de l'aide. Parce que personne, absolument personne, n'a le droit de profiter de votre vulnérabilité pour vous voler votre argent ou votre dignité. Et si un jour vous vous trouvez face à une Stéphanie Moreau, souvenez-vous de mon histoire. Souvenez-vous que même à 82 ans, on peut encore se battre et gagner. La justice n'a pas d'âge. Et les vautours, quand on leur tient tête, finissent toujours par avoir peur.